Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien un bon début de semaine. Bienvenue sur le stream où on parle politique européenne et où la politique européenne vous parle. Alors, vous l'entendez, on parle français ce soir. Je veux dire pour changer, non, on essaie de faire quand même régulièrement des streams en français. Donc on va parler ce soir français parce que notre invitée de ce soir est française. Petite différence, c'est la nouveauté aussi de cette saison. D'habitude vous m'entendez échanger avec des députés européens. Pour cette saison, j'ai essayé de diversifier un petit peu les profils. Donc ce soir, on va pas discuter avec une députée européenne. Bonsoir Anita Misderi. On va discuter avec une journaliste. On va discuter avec Laura Kayali. Elle est journaliste à Politico Europe, qui est, je pense qu'on peut le dire, l'un des médias, si ce n'est le média de référence à Bruxelles sur les affaires européennes. Donc Laura Kayali, elle a 32 ans, elle est journaliste depuis 2015, elle travaille, comme je dis, à Politico, et avant ça, elle a travaillé à Contexte, un autre journal français cette fois, qui avec une grosse dimension européenne. Elle était basée à Bruxelles jusqu'à l'an dernier, et désormais elle est à Paris, toujours avec Politico. Et sa spécialité, dans les affaires européennes, entre guillemets, c'est les politiques numériques. Qu'elle suit aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Donc voilà un peu pour la petite présentation. Avant qu'on commence notre discussion, comme d'habitude, je rappelle brièvement les règles du jeu pour les gens qui seraient nouveaux avec nous ce soir. Donc Laura restera avec nous 45 minutes à 1 heure, ça dépend, ça va dépendre un peu d'elle, surtout qu'elle a... Sa journée n'est pas finie, je pense. La semaine est assez chargée pour elle et pour comme tout le monde, surtout avec la venue de Macron demain au Parlement. Et après quoi, écoutez, elle ira profiter du reste de sa soirée ou travailler. Et vous serez encore bloqué avec moi pendant une demi-heure, pendant laquelle je ferai un petit débrief de l'interview. On pourra discuter, répondre à vos questions, donner des éléments de contexte supplémentaires s'il y a besoin, etc., etc. Bonjour Flemmard. Au-delà de ça, j'ai préparé mes questions de mon côté, comme d'habitude. J'en ai collecté d'autres via Reddit, Discord, etc. Comme d'habitude, vous pouvez vous poser vos questions via le chat, je garderai un œil dessus et je piocherai dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à participer ou à réagir, que ce soit sur Twitch, YouTube. Pour ceux qui sont sur Twitter, si vous voulez poser des questions, vous pouvez venir sur Twitch pour poser vos questions. Donc je garderai un œil et comme d'habitude, réagissez, participez, mais faites-le dans la bonne humeur et sans spammer. Que vous dire d'autre? Voilà, on va parler évidemment politique européenne, donc on va essayer d'éviter de parler de politique nationale, à moins que ça soit très en rapport avec l'Europe, même si voilà, pendant ce premier semestre, la politique nationale et la politique européenne vont être un petit peu entremêlées. Mais bref, gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Et écoutez, sur ce, je vous propose de nous lancer. Bonsoir Laura Kayali, bienvenue à toi sur la chaîne. Merci encore de prendre le temps de venir nous parler ce soir, surtout que t'es assez chargé cette semaine, comme tout le monde, donc merci encore. Merci de m'inviter. Je t'en prie. Alors, peut-être un peu pour commencer la discussion, je sais pas si, donc tu m'as entendu faire un peu l'introduction, je sais pas si j'ai oublié des choses, si par rapport à ton profil, donc t'es journaliste à Politico, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais préciser sur ton profil, voilà, en tant que journaliste? Non, en gros, je pense que tout a été dit. C'est vrai que je suis entrée par le journalisme, en fait, par les affaires européennes et non pas l'inverse. J'avais très envie d'aller à Bruxelles et on m'avait parlé de ce nouveau journal qui s'appelle Politico qui était monté à Bruxelles. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé, où en fait, je suis arrivée 4 ou 5 mois après l'arrivée de Politico en stage au début. Et donc, en fait, c'est par ce biais-là que j'ai commencé. Et en fait, Bruxelles, c'est quand même une ville assez attachante une fois qu'on a... Parce que entre-temps, je suis revenue à Paris, je suis repartie à Bruxelles. C'est une ville, une fois qu'on y a goûté, c'est quand même assez agréable à plein d'égards. Mais là, maintenant, c'est fini. Tristesse. Oui, c'est la grande tristesse. Mais non, mais Paris, c'est très bien, il n'y a pas d'avantage. Mais c'est vrai que, voilà, les affaires européennes, c'est quelque chose qui est assez peu reconnu dans le journalisme. C'est pas la matière noble entre guillemets, c'est toujours la politique nationale qui est sur l'échelle hiérarchique des sujets. Donc c'est vrai que des journaux comme Politico ou Contexte, où j'ai passé aussi 2 ans et demi, de mettre comme ça à l'honneur les politiques européennes, c'est assez agréable parce que c'est intéressant en fait. Il y a plein d'histoires à raconter. Et du coup, comme tu l'as dit, t'es devenu journaliste, mais j'ai regardé un peu ton parcours, etc. T'as pas fait une école de journaliste, t'as fait la com. Donc quelle était la transition? À quel moment tu te dis, tiens, je vais faire du journalisme, et qui plus est au niveau européen, parce que encore une fois, c'est pas ton parcours, les affaires européennes, c'est pas entre guillemets les sujets nobles du journalisme. Donc c'est quoi le déclic?
Quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste, quand j'étais ado. Quand quand je lisais les journaux, quand je voyais à la télé des journalistes comme Anne-Sophie Lapix ou Caroline Roux. Mais c'est vrai que c'est pas une filière dans laquelle, c'est pas un marché florissant, on va dire. C'est pas, voilà, c'est un marché du travail assez difficile. C'est pas, les médias ont plutôt tendance à licencier plutôt qu'à embaucher. Donc, je me suis pas dit c'est safe comme voie à suivre. Mhm. Donc du coup, je suis partie dans autre chose. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait une école de com, etc. Et justement, un jour, j'étais en stage dans un institut qui faisait des affaires européennes et ma maître de stage m'a dit: est-ce que tu connais Politico? Ils arrivent à Bruxelles. Tu pourrais essayer de faire un stage chez eux. Et je me suis dit, bah oui, j'ai encore des crédits de stage par rapport à mon parcours universitaire. Donc, autant voir si ça marche. Et au pire, ça n'engage à rien. Et ils m'ont prise. Et du coup, j'ai tout de suite trouvé que c'était vraiment... ils m'ont mis sur la technologie aussi, ceux qui ont... Je voulais être sur l'énergie à l'origine. Et ils m'ont mis sur la technologie. Et tout de suite, je suis tombée amoureuse des sujets, de la façon de faire de Bruxelles, du journalisme un peu, comment dire, législatif, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. J'ai tout de suite, j'ai adoré, j'ai essayé de continuer dans cette voie et j'ai eu de la chance parce qu'il y a des offres d'emploi qui se sont présentées et ça a fini par marcher. Et alors, tu viens de le dire, à la base, t'as atterri un peu par hasard sur les sujets technologiques, vu que tu me disais à l'instant tu voulais travailler sur les questions énergétiques, et on t'a ensuite dit, bah non, en fait, tu bosseras sur les questions technologiques. Et du coup, comment tu t'es bâti ton expertise sur le sujet? Je veux dire, moi, je parle en tant de la perspective d'un ancien assistant parlementaire. Nous, on rencontre des lobbyistes, on va à des événements, on fait de la recherche par nous-mêmes, etc. Est-ce que c'est le même process pour un journaliste, ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour vous de devenir d'acquérir une expertise de fond? C'est un peu toujours, c'est un peu ça, c'est à force de lire, de faire, de voir, d'écouter, de parler avec des gens et des gens de tout, autant des universitaires des avocats. Enfin, en fait, c'est de parler vraiment avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des sujets où parfois c'est difficile de démêler le spin de la réalité, et notamment sur un règlement que j'ai trouvé qui était extrêmement complexe, qui s'appelait Câbles et satellites, qui va rappeler des mauvais souvenirs à plein de gens. Et en fait, l'interprétation des différents camps politiques de ce texte est tellement opposée et tellement différente que je m'étais vraiment dit, c'est difficile pour moi de démêler le vrai du faux, parce que nous, notre job, c'est aussi de prendre les avis de tout le monde, mais à Bruxelles, il y a quand même chose d'assez spécifique, c'est que tout le monde voit la vérité un peu à travers son prisme, tout le monde a un peu sa perception des choses, donc c'est aussi notre job de déchiffrer et de dire, donc ça, c'est la façon dont, je sais pas moi, les plateformes, les ayants droit voient les choses, mais voilà la façon un peu plus objective, entre guillemets. Et parfois, les choses sont tellement complexes que c'est difficile de déchiffrer. Et le règlement câble et satellite, je dois avouer que encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, je ne suis pas certaine d'avoir percé le mystère, honnêtement. Et alors, au-delà de la question d'expertise, souvent quand les gens dans le vrai monde, ils ont un peu le mythe du politicien, ou qu'il soit député, commissaire européen ou autre, qui est perché dans sa tour d'ivoire et difficilement approchable. Est-ce que dans la réalité, en tant que journaliste, les politiques, et notamment européens, c'est des gens qui sont difficiles d'accès et des gens et qui il est compliqué de parler? Non, pas du tout. Honnêtement, je dirais pas du tout qu'ils sont difficiles d'accès. Après, le côté tour d'ivoire, c'est plus qu'ils sont tellement loin de leur constituency. Quand ils sont à Bruxelles, moi, quand les députés européens que j'ai pu rencontrer, c'est quand ils étaient donc à Bruxelles. Et le côté peut-être lointain, c'est que ils sont pas auprès des gens qui ont voté pour eux. C'est peut-être plutôt ça. Mais honnêtement, je trouve pas. Après, tout le monde n'est pas sympathique. Hein. C'est Bruxelles, c'est comme la vraie vie. Hein. Il y a des gens sympas, des gens moins sympas. Mais je trouve pas que ni le côté déconnecté qu'on peut un peu voir avec les élites, qu'on peut un peu reprocher aux élites de Bruxelles. La seule chose, c'est que c'est moins rythmé, Bruxelles, par des élections. Parce qu'en France, c'est des élections tous les 18 mois quasiment. Et à Bruxelles, c'est tous les 5 ans. Et donc, c'est peut-être ça qui rend une perception un peu différente. C'est des gens qui ne sont pas en campagne en permanence, en fait. Et c'est ça, je trouve, la vraie différence entre les gens à Bruxelles et les gens à Paris, de ce que je vois maintenant.
Et du coup, donc, puisqu'on parle toujours des questions un peu de réputation et de mythe, donc l'Europe, ça a souvent la réputation d'être un sujet qui est technocratique, compliqué à expliquer, etc. Est-ce que toi, tu penses que c'est une critique qui est justifiée, ou est-ce qu'en fait, l'Europe, ça peut s'expliquer relativement bien quand on y met un petit peu du sien? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a 3 grosses institutions, qu'au sein de chaque institution, il y a 1000 sous-parties, sous-comités, il y a plein de process, il y a plein de... C'est sûr que c'est compliqué. Va expliquer aux gens le Conseil européen, Conseil de l'UE, Conseil de l'Europe. Enfin, c'est pas évident. On n'est pas sur quelque chose de très, voilà, de très clair. Ça, c'est indéniable. Après, le système français, si vous prenez à la fois le système législatif, plus tous les systèmes de tribunaux qui sont aussi un parcours normatif pour la loi, le Conseil d'État, la façon dont les régulateurs, la CNIL, l'ARCOM, fonctionnent en interne, on n'est pas non plus sur des choses extrêmement simples. C'est juste que Bruxelles, il y a 27 pays, il y a plus de groupes politiques, il y a aussi une culture de coalition et de compromis qu'il n'y a pas en France, donc c'est moins binaire, donc on a l'impression que c'est 1000 fois plus complexe. Je dirais que ce n'est pas 1000 fois plus complexe, c'est 2-3 fois plus complexe. Que 2-3 fois, que 2-3 fois. Ça va, ça va, Voilà. on peut faire l'effort. Alors parlons un petit peu de ta spécialité, les politiques numériques. Commençons par le plus simple, c'est quoi les gros dossiers numériques du moment que tu suis? Alors, donc moi j'en suis plutôt à Paris là, mais à Bruxelles, il y a le Digital Services Act, donc sur la modération des contenus sur Internet. Donc il y a un vote jeudi au Parlement européen. Il y a le Digital Markets Act, donc c'est sur le pouvoir de marché des plus grosses entreprises tech. Donc ça, c'est les 2 gros sujets qui sont assez grand public, en fait, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus niches sur la gouvernance des données non personnelles, enfin des trucs assez obscurs. Donc ça, c'est 2 gros dossiers qui sont assez grand public parce que c'est assez facile d'expliquer à des gens qui ne sont pas des experts, voilà, de dire il y a des boîtes qui sont énormes, mais il faut contrôler un peu la façon dont elles interagissent avec leur environnement. Voilà, c'est pas très complexe. Et sur la modération des contenus, voilà, je pense que la désinformation, la haine en ligne, c'est des sujets qui parlent à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros sujets où la France, avant même d'être à la tête du Conseil de l'UE, était très offensive. Donc même en rentrant à Paris, c'est des sujets que j'ai continué à suivre parce que la France a fait beaucoup de propositions à Bruxelles à ce sujet. Elle a une idée très claire de ce qu'elle veut. Donc elle était très, très impliquée. Et au-delà des dossiers, enfin, j'allais dire au-delà des dossiers européens, le numérique, le grand mantra, c'est dire voilà, le numérique c'est tellement énorme, faut agir au niveau européen, etc. C'est le niveau qui fait sens. Mais du coup, enfin, au niveau franco-français, enfin, est-ce qu'il est possible d'avoir des politiques numériques françaises qui en fait, font sens au niveau français et ne devraient pas être faites au niveau européen? Oui, alors après, en France, il y a un pouvoir très fort des régulateurs. Donc, l'autorité de la concurrence, par exemple, avant Isabelle de Silva, donc, qui a terminé son mandat, elle a été assez pionnière sur les sujets de publicité en ligne, par exemple, où il y a eu Google a pour la première fois passé un accord de transaction avec un régulateur sur un sujet de publicité en ligne. Donc, la CNIL aussi, donc l'autorité de protection des données, donc là c'est plus sur de l'application de la loi existante, mais ça fait des précédents aussi parce que les régulateurs européens ils regardent entre eux ce qu'ils font, et même quand il y a une loi au niveau européen, après elle doit être appliquée, donc ça donne un peu, ça fait une espèce de jurisprudence. La France a aussi fait une loi sur la désinformation, dont l'efficacité est plus ou moins contestée, mais pareil, ça crée des précédents où les plateformes font des rapports annuels, par exemple. Là, l'autorité de régulation de l'audiovisuel vient de passer des accords d'investissement dans les contenus avec Netflix, Disney+, Amazon, Apple. Donc là aussi, en France, c'est les premiers à le faire. Donc encore une fois, ça fait Un rôle de pionnier, ouais. Voilà, exactement. D'accord. Et alors, tu parlais juste avant du dossier SATCAB, ça a l'air de te donner encore des cauchemars. Du coup, c'est quoi le dossier que tu as considéré le plus difficile à suivre en tant que journaliste? Alors, il y en a 2. Alors, ce n'est pas la réforme du droit d'auteur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça, c'était assez amusant, même si parfois c'était un peu dramatique. Les 2 sujets, c'était la réforme télécom
et le règlement CAPSAT, parce qu'en fait, c'était des dossiers tellement techniques que en fait, je sentais qu'il me manquait un diplôme d'ingénieur en fait pour comprendre de quoi il s'agit. Et c'est là où c'est difficile de démêler le vrai du faux, encore une fois, ce qui est l'essence du job. Parce que il y avait beaucoup de règles sur l'investissement dans les réseaux télécoms et des obligations d'accès entre les opérateurs, etc. Et en fait, si tu vois pas ce que ça veut dire concrètement, ce qui était mon cas au début, je voyais pas ce que ça veut dire concrètement, en fait, tu perds et pourquoi on fait ça, et pourquoi les gens sont pour, pourquoi les gens sont contre. Et en fait, dans le numérique, bon, je pense que c'est la même chose dans d'autres secteurs, notamment l'énergie, etc. Mais il y a un moment où on se heurte au fait qu'on n'est pas des techniciens. Et ce mur de la technique, le fait qu'effectivement on comprend pas ce sur quoi on écrit, comment on le surmonte, parce qu'effectivement bon, on peut aller parler des gens, mais quand on est sur des dossiers qui sont très clients, bah, comme tu l'as dit, chacun regarde l'univers et le texte à travers son petit prisme. La Commission européenne, elle est pas complètement neutre non plus quand elle défend ses textes, le Conseil non plus, donc comment on passe outre ce mur? Bah là, il faut demander à des gens qui sont pas dans le jeu. Il faut demander à des gens de son entourage qui sont ingénieurs, des universitaires qui travaillent pas sur ce dossier-là, parce que les universitaires aussi, parfois, ils sont un peu biaisés, etc. Donc en fait, il faut sortir de la bulle et demander à quelqu'un qui a une expertise mais qui n'a pas d'avis. Ok. Alors, je prends une note vite fait. Alors, passons cette fois, parlons un peu de Politico en tant que média. J'ai déjà plusieurs questions dans le chat sur ça. Donc, Politico, comme je l'ai dit un peu en introduction, c'est devenu au fil des années l'un des médias de référence à Bruxelles. Hein. Je veux dire, le matin, c'est un peu la tradition, tu lis le playbook avec ton café. Et ce qui caractérise aussi le fait que Politico soit devenu média de référence, c'est que ça s'est fait extrêmement vite en fait. Ils sont arrivés, ils sont très récents à Bruxelles. Ils sont arrivés quoi en 2015, 2016 2015 à Bruxelles, et maintenant, enfin, en l'espace de quelques années, ils sont devenus incontournables. Donc, comment t'expliques ce succès fulgurant de Politico? Qu'est-ce que Politico a apporté que les autres n'avaient pas? Bah, en fait, la vraie différence entre Politico et quasiment tous les autres médias basés à Bruxelles, c'est que tous les autres médias ont des correspondants à Bruxelles et comment on dit, le mothership est à Paris, à Londres, à New York. Et nous, c'est l'inverse en fait. C'est que la maison mère est à Bruxelles, c'est là où il y a le plus de ressources. Et c'est dans les capitales qu'il y a des correspondants. Donc nous, on est 10 là à Paris. Donc c'est tout petit par rapport à Bruxelles où il y a 60 ou 70 personnes ou même plus dans la rédaction. Donc en fait, ils ont fait le pari d'inverser la façon de faire. Déjà, le pari, c'était de dire il y a des histoires à raconter à Bruxelles, ce que les médias nationaux font moins. Alors ça veut pas, évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne le font pas, c'est pas du tout ça qu'on dit, mais il y avait quand même un boulevard à prendre, sinon ça n'aurait pas marché aussi vite. Et ensuite, les médias nationaux, ils ont un prisme national, ce qui est normal, puisqu'ils parlent à des gens qui sont au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, etc. Et l'autre pari de Politico, c'était aussi de dire, nous, on n'est pas un média américain, on n'est pas un média britannique, on va essayer de raconter le prisme, ça va être l'Europe, justement. D'accord. Et comment ça a été vécu un peu la montée de Politico dans le milieu à Bruxelles? Parce que ça a été, enfin, comme quelqu'un le dit dans le chat, ça a pris un peu tout le monde par surprise l'arrivée de Politico, même si, enfin, à l'époque, il y avait des éléments partout, il y a des affiches partout, donc c'était quand même, il y a eu des gros coups de com' faits à l'entrée de Politico. Mais comment ça a été vécu dans la bulle européenne, même chez les collègues dans les autres journaux, etc. L'arrivée de Politico dans ce un peu fulgurante à Bruxelles? Alors moi, je suis arrivée en même temps que Politico, donc je peux difficilement dire faire la différence entre l'avant et l'après. Mais en tout cas, je pense que il y a des médias qui ont vécu ça bien, dans le sens où la concurrence, c'est sain, parce que ça force à... J'ai l'impression d'être dans la Silicon Valley, mais ça force à innover. Donc le Financial Times, ils ont complètement repensé leur newsletter quotidienne. Donc je pense que c'est oui que Ça a redynamisé un petit peu oui, voilà. Mais D'accord. encore une fois, moi je savais pas comment c'était avant puisque je suis arrivée en même temps, quoi. Mais après, t'as eu la Contexte, donc Contexte était déjà implanté à Bruxelles à l'époque? Je me Oui. souviens plus. Alors en fait, Contexte, donc moi je suis arrivée à Contexte en mars 2016 et j'ai déménagé à Bruxelles en novembre 2016. Donc
au moins 1 an et demi après le début de Politico, mais Contexte avait déjà un correspondant. Mais Contexte, même si c'est un des médias français, voire le média français qui accorde le plus d'importance à l'Europe, on est quand même dans la façon de faire où la La maison mère maison est mère à est à Paris. Paris, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc à Bruxelles, moi j'étais une correspondante de Contexte. Alors qu'en arrivant à Politico, j'étais à la maison mère. Ouais. Donc ça change la perspective. C'est un peu différent. Et alors du coup, Politico donc a commencé d'abord, Politico Europe a commencé à Bruxelles. Maintenant, ils sont aussi à des bureaux à Paris. Et quelqu'un dans le chat disait quand est-ce qu'on aura un playbook Berlin pour les germanophones. Alors ils ont fait, il y a eu un playbook pas germanophone, mais un playbook pour les élections allemandes qui s'est prolongé. Donc est-ce que tu sais s'il y a des plans d'ouvrir des bureaux de Politico dans d'autres capitales et dans d'autres langues? Alors il y a déjà quelques journalistes à Berlin. Et je pense que ça fait partie des territoires que Politico veut développer, clairement. Il y a eu Londres, d'abord, ils ont commencé par Londres. Oui, tout à fait. Parce qu'il n'y avait pas de barrière de la langue, donc en fait, ça ne posait pas la question de dans quelle langue on fait nos contenus. Ensuite, il y a eu Paris, et la prochaine étape, c'est probablement l'Allemagne, oui. D'accord. Alors j'ai eu Thomas Derry dans le chat qui dit mais Euractiv aussi était basé à Bruxelles, donc ils ont dû sentir aussi la compétition quand Politico est arrivé, parce qu'effectivement Euractiv c'est la maison mère est à Bruxelles aussi, ils sont. Mais je pense que c'est un système encore différent parce qu'ils ont aussi un système de franchise. Il y a Euractiv France, ouais. Mais je sais pas. Enfin, je te laisse leur demander à eux. Je peux pas parler en leur nom. D'accord. Pas de souci. Alors parlons, revenons un petit peu restons sur les médias, mais au-delà de Politico. Ce qu'on entend souvent, d'ailleurs dans le chat, il vient juste d'avoir la réflexion, c'est on entend souvent les députés européens français et les Français de la bulle européenne se plaindre que les médias français, que ce soit la télé ou les journaux, parlent pas assez d'Europe. Est-ce que tu partages cet avis que les médias français ne parlent pas d'Europe, ou trop peu, et est-ce que tu penses que tes collègues français sont eux-mêmes sensibilisés aux questions européennes? Je trouve qu'il n'y a pas assez de ressources qui sont mises sur les sujets européens. Mais je connais pas les systèmes internes de chacun, donc j'imagine qu'ils allouent les ressources là où ils peuvent. Et c'est vrai que oui, c'est quelque chose qu'on redit tous les ans à chaque élection européenne. On fait les statistiques, le pourcentage, quel est le pourcentage dans les débats des questions européennes. C'est sûr que oui, c'est un sujet, on n'en parle pas assez. Mais est-ce que la France est le seul pays où c'est le cas, ou est-ce que c'est le cas partout? Ça, je suis pas sûre qu'on soit pire que d'autres pays. Hein. D'accord. Alors quelqu'un pose une question aussi pour revenir à Politico, sur le business model de Politico. Donc Politico est quand même une audience qui est très tournée en fait professionnelle, hein. C'est quelque chose qui est avant tout tourné vers les professionnels de la politique, d'abord politique européenne et maintenant politique française. Et du coup la personne demandait pourquoi est-ce qu'il y a un abonnement payant uniquement sur l'aspect professionnel. Est-ce que c'est un business model qui va rester comme ça à long terme, ou est-ce que va y avoir des changements pour éventuellement ouvrir un peu plus les contenus? Si je me base sur ce qui est fait aux États-Unis, parce que Politico c'est quand même né aux États-Unis, 15 ans après leur naissance, c'est toujours un abonnement pour les professionnels. Donc, je sais pas, je suis pas du côté business, donc oui, bien sûr. Et on n'est pas du tout impliqué dans ça. Mais en tout cas, aux États-Unis, 15 ans plus tard, c'est toujours du B2B. Voilà ce que je peux vous dire. Ok. Et alors du coup, voilà, t'es journaliste à Politico, qui est un journal qui est largement anglophone, hein, même si maintenant il y a aussi la production française avec le bureau de Paris, t'es française. Qu'est-ce que tu penses, du coup, en tant que française dans un média anglophone, des débats sur l'usage des Français dans les institutions? On sait que c'est un débat qui monte régulièrement à Bruxelles. On pense à un monsieur Q, par exemple. Et aussi, le gouvernement français pousse aussi la question de la francophonie, etc. Donc comment tu vois ça, ce débat? Alors, il faut que je fasse attention à ce que j'ai, parce que je veux garder mon passeport. J'ai eu la chance dans mes études qu'on m'apprenne l'anglais. Et je trouve que c'est une langue c'est facile de communiquer dans cette langue. Alors, et honnêtement, je plains les gens qui doivent apprendre le français en langue étrangère, parce que c'est très compliqué. Donc, moi, ça me va à Bruxelles. Honnêtement, c'est vrai que ça se perd, le français. C'est vrai que si on voit les fonctionnaires de la commission, par exemple, tous ceux qui ont plus de 40-45 ans, ils sont quasiment tous francophones. Ils sont vraiment fluent, quoi. Ouais. Alors que les plus jeunes, on sent que ça s'est perdu, c'est sûr.
Mais j'en fais pas. Disons que ça m'empêche pas de dormir la nuit, quoi. Ok. Voilà. Je pense que ça n'empêche pas grand de dormir la nuit, qui plus est à Bruxelles. Et du coup, Politico, maintenant vous êtes implanté à Paris, est-ce que vous avez réussi à percer aussi à Paris et éventuellement avec le même succès qu'à Bruxelles? Quel était l'impact? Alors, il y a donc la newsletter politique de Politico s'appelle Playbook. Donc, il y en avait une à Bruxelles, enfin, il y en a toujours une à Bruxelles qui s'appelle Playbook Bruxelles. Et il y en a une à Paris maintenant qui s'appelle Playbook Paris et qui est en français, justement. Parce que même si Politico est un média anglo-saxon, et quand même, on est lucide. Et si tu veux parler à un public à Paris, c'est beaucoup mieux de leur parler en français. Et donc la newsletter, écoute, oui, enfin j'ai l'impression je touche du bois et que ça marche plutôt bien. Alors on n'a pas, je sais pas dans quelle mesure on peut. Ah oui, si je peux vous dire ça, que ça va bientôt être les 1 an de Playbook Paris, et donc à ce moment-là, on va communiquer sur les chiffres et les abonnements, mais il me semble qu'on a déjà dépassé les targets. Mon Dieu, je parle en franglais, c'est une catastrophe. Les objectifs. Nous avons dépassé les objectifs. Et donc, c'est Pauline de Saint-Rémy qui l'écrit. Et maintenant, il y a Juliette Droz qui l'a rejoint cette semaine. Et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, oui. Et du coup, quand tu vas à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou ailleurs, quand tu dis aux députés, je suis de Politico, est-ce que les députés savent ce que c'est que Politico? Est-ce que tu dois dire, ok, c'est quoi Politico? C'est pas le Figaro, c'est pas le Monde, vous êtes qui? Vous sortez d'où? Alors, je leur dis, je suis Politico, qui édite Playbook Paris. Et là, tout de suite, parce que pour le coup, Playbook Paris, c'est hyper identifié parce qu'il y a aussi le système des anniversaires, comme sur, bah oui, évidemment, oui. sur Playbook à Bruxelles. Donc, c'est vraiment très, très bien identifié, Playbook Paris. Et donc, c'est un peu ma voie de... C'est ta bouée de sauvetage. Voilà, exactement. Là, j'ai un commentaire dans le chat qui dit, pour quelqu'un qui travaille dans un centre Europe direct dans les Charentes, qui explique qu'ils ont un mal fou à avoir les relations avec la presse sur les questions européennes. Sur le plan local, l'un des seuls médias qu'ils ont qui traite des questions européennes, c'est RCF. Donc ouais, du point de vue sur le terrain, encore une fois, même si c'est les gens qui travaillent sur les questions européennes, il y a quand même une perception que c'est compliqué de parler d'Europe dans les médias, avec les médias français. Alors je regarde mes questions, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors parlons un peu culture politique. Gros sujet. Travaille à Paris maintenant, donc tu es en contact quotidien avec le monde politique français. Avec un peu de recul maintenant, à quel point tu dirais la culture politique française tranche avec la pratique européenne? Paradoxalement, je trouve qu'à Bruxelles, c'est plus transparent. Donc, Bruxelles a la réputation d'être un peu une boîte noire et tout. Alors, il y a des choses qui sont effectivement pas transparentes du tout. Mais sur des choses assez bateaux comme les agendas des collèges des commissaires, enfin là, typiquement aujourd'hui, ils ont publié les ordres du jour jusqu'au mois de juin. Donc, en fait, jusqu'au mois de juin, on sait quelles vont être les législations qui vont être débattues en collège des commissaires. Le Conseil des ministres, on a l'agenda la veille au soir chaque semaine. Donc, on n'a aucune visibilité à plus de 24 heures sur ce qui se passe. Et c'est la même chose pour les registres des lobbyistes, le registre de transparence. Alors, évidemment que le registre européen a plein de défauts et que personne vérifie, et que voilà, mais déjà, il a le mérite d'exister. Enfin, il y en a en France aussi, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Et les députés et les commissaires sont plus ou moins tenus de dire qui rencontre, à quel moment. Alors, encore une fois, ce n'est pas parfait. C'est toujours facile, il suffit de rencontrer au café au lieu de le faire dans ton bureau, tu n'es pas obligé de l'écrire. Ouais. Mais il y a un semblant de règles et qui sont plus ou moins appliquées. C'est des règles qui sont davantage intégrées dans la pratique politique normale. Et même, enfin... Donc il y a la question de la transparence, mais dans la manière de faire de la politique. Parce que voilà, on va mettre les pieds dans le plat. En France, on a un système majoritaire. En Europe, au niveau européen, on a un système plus de parlementaire un peu plus pur, c'est-à-dire dans le sens on construit des coalitions, c'est des compromis, etc., etc. Donc on est quand même sur deux approches de la politique qui sont assez différentes. Donc à quel point, enfin. Dans les faits, à quel point ça se range? Je veux dire, à quel moment tu peux dire ça c'est un débat européen, ça c'est un débat français? Ce qui m'a frappé en rentrant à Paris, c'est moins ça, qui est en théorie la grande différence, que en fait la vie dans les capitales et dans les pays en général est rythmée par des élections, ce qui n'est pas le cas à Bruxelles. Et je suis arrivée en avril 2021, donc 1 an avant l'élection présidentielle, et tout était déjà teinté de ça, en fait.
un an avant l'élection présidentielle, quasiment tout ce qui se passe doit être lu avec le prisme de on est face à des gens qui veulent revenir au pouvoir ou face à des gens qui veulent prendre le pouvoir. Alors qu'à Bruxelles, évidemment qu'il y a des élections, mais déjà les élections ne sont pas à Bruxelles, sauf pour les eurodéputés belges. Donc tu retournes dans ton État membre. Et donc en fait, ça ne veut pas dire que tout est techno à Bruxelles, mais il y a plus de place pour de la techno qui n'est pas forcément teintée d'un truc très politicien. Donc ça revient à ce que tu disais dans le sens où à Paris, en France, il y a le côté majorité-opposition, donc tu dis l'inverse de ce que dit l'autre, même si tu es d'accord, etc. Mais ça va plus loin. Je pense que c'est vraiment lié à des échéances électorales et qui sont permanentes, parce que quand c'est pas les présidentielles, c'est régional, quand c'est pas les régionales, c'est les municipales, quand c'est pas les municipales, c'est les départementales. Enfin, il n'y a pas un an où on n'a pas une échéance électorale. Et donc, ça change un peu la façon de travailler. Et du coup, est-ce que ça a un impact sur... alors, tu vas me dire, là, c'est peut-être potentiellement au-delà de ton rôle de journaliste, mais est-ce que ça a un impact sur le fond? Parce que du coup, s'ils sont en fait en campagne ou en pré-campagne électorale en permanence, donc comme tu le dis, ils doivent aborder les dossiers avec dans le fond de leur tête, ok, il y a les élections. Est-ce que du coup, ça n'a pas un impact sur le fond? Est-ce que ça veut dire que du coup, ils s'intéressent moins au fond, ils disent là, ok, mais... ce dossier-là, en fait, je vais faire que de la politique pure et dure, et le fond, en fait, je m'en fous un peu. Alors qu'à Bruxelles, on peut avoir un peu un phénomène inverse où les gens sont obsédés par le fond et ils voient pas la politique derrière. C'est un peu ça. Honnêtement, sur mes sujets, ça reste quand même des trucs assez niches. Hein. C'est, tu vois, même si ça peut être grand public, la régulation des contenus sur Internet, etc. Mais sur les sujets numériques, même si ça peut être politisé, etc., on n'est pas sur les enfants mineurs isolés. Enfin, tu vois, on n'est pas sur des questions même de vaccins, parce que maintenant, même ça, c'est devenu complètement... c'est pas des trucs hyper inflammables non plus, quoi. Alors, j'ai une question dans le chat. Est-ce que tu as constaté une différence d'implication d'intérêt des députés européens en fonction des différents États membres? Donc, il fait référence au bruit de couloir suggérant que pour les politiques français, Bruxelles, c'est un peu un placard, alors que pour d'autres pays, il cite notamment l'Allemagne, c'est considéré comme étant une forme d'investissement stratégique d'envoyer des bons députés à Bruxelles. On a dit qu'il fallait que je garde mon passeport, donc je peux rien dire. Non, honnêtement, je trouve que c'est un peu une question de personne. Enfin, en fait, il y a plein de députés français qui bossent, mais c'est pas les têtes d'affiche, en fait. C'est pas les gens qui sont connus en France. Donc, je ne citerai aucun nom. Oui. Mais honnêtement, c'est vrai que les Français ont mauvaise réputation, il faut l'admettre, et qu'elle n'est pas toujours volée. Mais je dirais pas que tous les eurodéputés français... Et je pense que il y a aussi une question de groupe. Enfin, je trouve que dans les grands groupes, parfois, il y a plus d'implication que dans les petits groupes parce que tu sais que tu as plus d'impact, parce que tu as plus de chances d'être un rapporteur. Si tu es si tu es rapporteur fictif, ou même pas, si tu n'as aucun rôle sur les textes, c'est plus facile de se désinvestir, en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais au-delà de l'implication personnelle des députés, dans la perception même, genre là on rentre plus dans des logiques d'appareil, à Paris, est-ce que on va considérer que ok, un député européen c'est quelque chose d'important, ou est-ce qu'on va juste envoyer quelqu'un pour remercier, ok, t'as aidé pendant la campagne, et du coup bah, je t'en sers, même si derrière la personne qui est envoyée va prendre le boulot au sérieux et bosser, quoi. Mais c'est plus dans la perception, est-ce que le mandat européen est perçu comme étant un mandat sérieux? Mais ça dépend des partis. Par exemple, les Verts, c'est un mandat hyper sérieux et c'est des gens qui font des choses et qui s'impliquent. Et en fait, ça dépend aussi à quel point ton parti est pro-européen. Ouais. Si ton parti est anti-européen, bah, en fait, tu n'envoies pas. Enfin, tu prends pas ça au sérieux de base parce que le projet t'es pas convaincu par le projet, quoi. Ok, alors je regarde juste. Alors du coup, toujours Paris. Est-ce que quand ça peut, j'imagine, ça t'arrive quand tu t'échanges avec des députés français ou de manière générale des gens dans la politique française, quand tu leur parles d'Europe, est-ce que ça intéresse à Paris ou est-ce que l'univers pour Paris ça s'arrête au périph'? Alors, là, en fait, on est dans un truc où la France est à la tête du Conseil de l'UE, donc forcément, on en a beaucoup parlé. Et encore une fois, moi, depuis que je suis rentrée, c'était dans la préparation de la PFUE, donc c'était assez présent, ou dans des médias hyper grand public qui ne parleraient pas forcément d'Europe, En temps ça normal, parlait ouais. d'Europe. Voilà.
Donc je pense que une période assez particulière et Macron fait clairement de l'Europe un axe de campagne. Zemmour et Le Pen font clairement de l'Europe, de l'anti-Europe un axe de campagne. Donc en fait ça devient un sujet et c'est vrai que au-delà de, avant on avait le clivage très gauche-droite, mais depuis qu'il y a un peu ce truc plus protectionniste, nationaliste versus ouvert, ou je sais pas comment dire, tu vois. C'est un peu une redite de 2017 en fait, parce que déjà en 2017, à passer le premier tour, on avait clairement un enjeu, voilà, t'es pour l'Europe, t'es contre l'Europe, quoi. Voilà, C'était la ligne de division entre les deux candidats, donc c'est un peu une redite de 2017 de ce point de vue-là. Bah, c'est sûr que c'est devenu plus un sujet qui devient très clivant, parce que Mhm. avant, gauche-droite, il y avait ceux qui avaient l'Europe un peu honteuse et ceux qui aimaient bien. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus marqué. C'est ceux qui sont ouvertement très pro-européens et ceux qui sont ouvertement très, très anti-européens. Et donc, c'est vrai que ça met... Après, pour les gens, et c'est normal, tu vois, le pouvoir d'achat, le Covid, c'est plus important Ouais, que... c'est immédiat, quoi. Oui, et c'est normal parce que justement on a fait un article il y a 2 semaines sur la PFUE et sur l'impact du Covid en gros sur la PFUE, et en fait les gens ils ont envie de savoir est-ce que la classe de leurs enfants va fermer, et c'est normal parce que c'est ça le quotidien, tu vois, c'est Mhm. pas pour ou contre les 3%, enfin ce qui finira par Ouais, avoir un on impact n'est pas dans les sujets négatif. stratosphériques ou qui même s'ils sont importants, voilà, c'est pas le sujet du quotidien du français, quoi. Euh, Mais partout, hein. Enfin, le Covid Bien revient sûr. partout. Donc, en fait, le Covid a vraiment aussi changé la façon dont on voit les choses. Où, en fait, dès que la vague remonte, tu sens que ça reprend le pas Ouais, sur ouais, tout bien le sûr. reste, quoi. Question dans le chat, est-ce qu'il y a eu un changement perçu dans les profils des députés entre ce mandat et le mandat précédent, donc Parlement européen? Bah, si je peux parler pour les Français, oui, Oui, pour dans les le Français, bien sens entendu, oui. où PS et UMP, et LR, ils ont envoyé beaucoup moins de gens parce qu'ils ont fait des Hmm. bien plus mauvais scores, en fait. Et donc, de fait, il y avait ce nouveau groupe Renaissance. Et de fait, il y a eu un renouvellement parce que c'est juste que les scores électoraux étaient complètement différents, à part le RN qui était en tête. Et Mhm. donc, en fait, ça a de fait fait un renouvellement, quoi. D'accord. Euh, Quelle est ta... Enfin, quand tu te rappelles de ton temps à Bruxelles, quelle est la perception, comment tu évalues la perception de la France, que ce soit quand on parle de députés européens ou de la France en tant que pays, hein, les RP ou autre, quelle est la perception de la France et de son influence à Bruxelles? Elle est perçue comme un pays qui a du poids à Bruxelles. Et je pense que c'est pas volé, hein. C'est vrai que la France et l'Allemagne, ils ont beaucoup de poids, surtout quand elles se mettent ensemble. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, les Français qui veulent parler en français. Ça, c'est un truc qui revient pas mal. C'est vrai qu'il y a en commission parlementaire, je dis pas que c'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est vrai qu'en Mhm. commission parlementaire, je me souviens que les Allemands, ils parlaient en anglais, les Espagnols, ils parlaient en espagnol, mais beaucoup de députés européens parlaient en anglais, Mhm. et les Français parlaient dans 99% des cas en français. Donc ça, donc c'est vrai qu'il y avait un peu la réputation du côté un peu folklore, Un un peu peu franchouillard, cocorico, voilà, quoi. ouais. Voilà, un peu ça. Mais aussi un pays, enfin, au Conseil ou même à la Commission. Enfin, c'est un pays qui est quand même perçu comme ayant des relais d'influence, et que c'est rare qu'il se passe quelque chose à Bruxelles que les Français n'ont pas validé. Hmm. Oui, on se souvient de Juncker qui avait dit on fait une exception parce que c'est la France. Ouais, c'est un peu Ah. ça. Et une critique, un soupçon qu'on entend quand même un petit peu à Bruxelles régulièrement, c'est la suspicion vis-à-vis, ok, est-ce que le français fait quelque chose parce qu'il est vraiment européen, ou est-ce qu'il fait quelque chose parce qu'en fait il veut juste défendre un intérêt français et il a l'Europe un peu napoléonienne. Dire quand on a vu un peu le changement d'attitude de Bruxelles vis-à-vis de Macron au début du mandat, c'était un peu Dieu sur terre, il venait de gagner contre Macron, il était en pleine période de Brexit, de Trump, etc. Donc c'était Dieu sur terre, et après il y a eu un peu de méfiance, mais ok, est-ce qu'en fait il est vraiment européen, ou est-ce que c'est pas juste un français avec une nouvelle couche de vernis? Ça, c'est difficile de lire dans l'esprit des gens, mais est-ce qu'il y a un esprit européen en général? C'est ça la vraie question. Est-ce que les Allemands, ils défendent pas les Allemands et les Espagnols? Enfin, Mhm. si on regarde les intérêts industriels qui sont défendus au Conseil,
Bah, les Allemands, ils défendent les voitures, Bien les sûr, ouais. Français, ils défendent la culture. Enfin, voilà, c'est ton PIB, quoi. C'est ça qui prime. Donc, est-ce qu'il y a un esprit européen dans l'absolu? Ça, c'est une question pour un PhD en affaires Ouais, européennes, parce quoi. qu'après, il y a peut-être aussi. Alors là, on va commencer, c'est plus de la discussion que je vais pas te demander une réponse définitive, mais toi, après, il y a aussi la question de la manière, parce que l'Allemagne, effectivement, c'est indéniable. Hein, l'Allemagne défend les intérêts allemands, hein, c'est pas nouveau, mais dans la manière de le faire, elle est beaucoup plus en retrait, elle est beaucoup plus en oui, on va faire du coalition building, et enfin, pour des raisons historiques, ils aiment pas trop se mettre en avant, les Allemands, alors que les Français sont perçus comme étant un peu plus bourrins, quoi, dans la manière, donc. Bah, c'est plus subtil la façon dont les Allemands le font. Ça, c'est. Mais le résultat est le même, hein. Le résultat est le même. Donc, mais c'est vrai que c'est plus subtil. Ok, alors je regarde mes questions. Bah, continuons on va commencer à parler de Macron, continuons. Demain, donc Emmanuel Macron vient à nouveau au Parlement européen, parce il était là lundi pour l'hommage à David Sassoli. Donc, mais il revient demain pour parler cette fois des priorités de la présidence française. Bon, j'imagine que t'as pas eu le discours, hein Non. non, ah zut, Non. quelle honte. Mais à quoi tu t'attends en termes d'annonces et de ton pour demain? Alors, je sais pas si on va avoir des annonces tonitruantes, mais ça va être l'occasion pour lui de montrer sa vision de l'Europe. Et je pense que c'est pas lui faire un procès d'intention catastrophique de dire que le public, c'est les parlementaires européens et c'est la Commission, etc. Mais c'est aussi les gens en France, quoi. C'est aussi l'occasion de dire la façon dont il voit l'avenir du continent et sur ce qui concerne ses priorités. Il les a déjà un peu évoqués en décembre, juste avant le lancement de la PFUE. Donc, c'est Green Deal, Europe sociale, migration, justement le Digital Services Act et Digital Markets Act dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est des choses assez, je ne vais pas dire consensuelles, parce que c'est des choses qui sont assez controversées à Bruxelles et qui vont demander du temps pour être acquises, mais c'est des sujets qui sont facilement vendables au grand public, quoi. Et donc j'imagine que tu crois pas vraiment au mythe de la présidence française du Conseil qui est complètement détachée des présidentielles, qui est un événement ad hoc, qui ça n'a rien à voir, tout va bien circuler. Alors effectivement, j'y crois pas d'une seconde, mais c'est ce qu'ils jurent leur grand Dieu que c'est ça. Mais je pense que personne n'y croit. Hein. Je ne pense pas non plus. Même eux-mêmes n'y croient pas, je pense. Donc, je ne pense pas non plus. Et on parlait un peu des priorités que la France allait mettre en avant demain matin avec Emmanuel Macron. Est-ce que tu as observé un changement dans... Comment dire, dans le type de sujet qui émerge au niveau européen? Je pense par exemple l'idée d'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui est un grand sujet qui a été poussé par Macron, etc. etc. J'ai tendance à j'en parlais hier ou avant-hier sur le stream. De mon point de vue, c'est des sujets, si on en avait parlé il y a 7-8 ans, les gens à Bruxelles te regarderaient en disant mais c'est quoi ce délire de nationaliste? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement de mood à Bruxelles et que quelque part, des sujets qui ont été poussés par la France, et notamment Macron, même si on ne peut pas non plus dire qu'il a réinventé l'eau chaude, qu'il a réussi à imposer encore une fois, je vais faire du franglais, une narrative, en gros, une histoire des priorités qui sont un peu comme empreintes de priorités françaises. Alors, c'est vrai que c'est un discours qui est plus accepté à Bruxelles qu'il y a 10 ans, mais il y a encore des gens à Bruxelles qui disent c'est quoi ces nationalistes, hein. Donc, je suis pas sûre que la bataille des idées ait été gagnée sur ce thème-là. Pour moi, le vrai sujet qui a émergé à Bruxelles, mais comme dans plein d'autres endroits, c'est le climat. Maintenant, c'est érigé en priorité de la Commission. Alors après, est-ce que c'est ambitieux, est-ce que c'est pas ambitieux, c'est encore un autre sujet, mais c'est vraiment une évidence qu'il faut agir vite. Enfin, si on prend tous les paquets climat, on est sur les bâtiments, les transports, l'énergie, l'alimentation. Enfin, il y a vraiment, je pense qu'il y a 10 ans, on n'y était vraiment pas du tout. Et même si, encore une fois, le degré d'ambition est plus ou moins variable, le degré de prise de conscience est 1000 fois plus élevé à Bruxelles que dans certaines capitales européennes. Et on ne parle pas d'endroits climato-sceptiques, mais de façon générale, le Green Deal, c'est partout. C'est très, très haut dans l'agenda politique.
Et ouais, donc du coup, enfin, il y a 10 ans, on était sur des sujets très économiques, c'était la lutte contre le chômage, on était encore dans la crise de la zone euro. Effectivement, maintenant, c'est climat à toutes les sauces. Et même si je pense qu'on parle aussi souvent de la question de l'autonomie stratégique, pour des raisons à cause du Brexit, à cause de Trump, la montée de la Chine, enfin voilà, il y a un contexte qui fait que la question de l'autonomie européenne est montée aussi un peu comme sujet. Alors je regarde si j'ai loupé les questions dans le chat, sinon je vais commencer sur mes dernières questions. Bah écoute, maintenant t'es à Paris, t'as été à 5 ans à Bruxelles, est-ce que tu regrettes? Est-ce que ça te manque Bruxelles? Est-ce que ça me manque? Parfois, ça me manque, mais c'est vrai que je suis parisienne et je suis contente d'être chez moi aussi, en fait. Je me suis pas lancée dans une nouvelle aventure, à aller dans une autre capitale européenne. Je suis rentrée chez moi et Ouais. c'est quand même agréable d'être chez soi, quoi. Et du coup, alors, voilà, t'as l'expérience de la politique à l'européenne, l'expérience de la politique à la française. Si t'avais ta baguette magique et tu pouvais un petit peu faire un mishmash entre les deux, qu'est-ce que tu prendrais de la politique française, qu'est-ce que tu prendrais de la politique européenne en termes de pratique? Sur la politique française, c'est vrai que c'est émotionnel et donc du coup, avec ses défauts, mais c'est vrai que on se sent plus investi. Enfin, c'est moins techno et donc du coup, c'est peut-être aussi parce que je suis française et du coup, je me sens très concernée par ce qui se passe, mais il y a un côté, c'est de la politique en fait. Ouais. Alors que je trouve qu'à Bruxelles, parfois, ça manque de cette fibre un peu plus politique, un peu plus, je dirais pas concrète, parce que c'est quand même concret, mais un peu plus grand public en fait. Il n'y a pas de débat en fait au Parlement européen. Enfin, je veux dire, ce qu'on appelle les débats, en fait, c'est des successions de déclarations du minute 30 qui sont en fait pour faire des vidéos des députés, quoi. Même pas. Ouais, Voilà, c'est pas un débat. Pas. Ouais. Oui, et puis ça manque un peu de feu parfois, je trouve. Ouais. Et si tu prendrais quelque chose de la politique européenne ou il y a rien à sauver? Non, quand même. Non, si, le côté coalition, quoi. Enfin, le fait que personne ne puisse décider tout seul. Enfin, aucun parti, groupe peut décider tout seul. Et ça, c'est... Après, il y a tout le temps des deals de couloir, etc. Mais ça, c'est une grande force. Après, du coup, ça ralentit. Et ça, le rythme est long, je trouve, à Bruxelles. Alors après, effectivement, c'est des lois qui ont un impact sur 500 millions de personnes. Donc, les enjeux sont peut-être hauts, mais c'est long. Franchement, c'est long. Et pour finir sur une question un peu plus légère qui vient du chat, est-ce que t'as vu déjà la série Parlement? Non, parce que quand elle est sortie, j'étais à Bruxelles et c'était géobloqué. Ouais, voilà pourquoi je ne l'ai pas vue. Maintenant, t'es en France, t'as plus l'excuse. Oui, non, je ne l'ai pas vue. Ah zut, très triste parce que du coup, les gens, c'est un classique, à chaque fois, les gens demandent est-ce que Parlement c'est de la caricature ou de la réalité. Et toi, tu l'as vu? Parce qu'il paraît que c'est assez fidèle. Hein. J'ai regardé sur le tard, moi aussi, parce que pareil que toi, hein, j'avais Bruxelles, donc j'ai pas regardé, mais quand je suis rentré en France, j'ai pu jeter un coup d'œil. En plus, qui plus est, c'est vrai que dans la série, on voit pas beaucoup de journalistes. Les journalistes sont pas beaucoup montrés. On voit plus les assistants parlementaires, donc c'est un peu plus mon truc. Moi, je dirais que, bon, sur le fond, non, c'est pas réaliste. Hein, je veux dire, le député, c'est la pire caricature que tu puisses avoir de l'assistant ou du député européen. Enfin, je veux dire, l'assistant, je le virais en 15 secondes si jamais il était dans mon bureau. Mais en revanche, je trouve que c'est assez intéressant. Parce que ça permet d'expliquer un certain nombre de concepts et de pratiques politiques européennes qui sont pas celles qui n'existent pas en France. Et du coup, ça permet d'introduire ces concepts. Genre, ça explique. Il y a une excellente explication de qu'est-ce que c'est qu'un compromis avec la fameuse fabrique à saucisses. T'as plein en fait, je trouve que c'est un moyen intéressant d'introduire les Français, puisque les Européens, parce que c'est pas que Français, il y a aussi les Allemands et les Belges qui ont coproduit, d'introduire les Européens à ces concepts avec lesquels ils sont pas familiers. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que moi, quand je parle un peu, quand je suis sur Reddit ou autre, et que je parle un peu, je suis assistant parlementaire européen, pose des questions, etc. Il y a régulièrement les gens qui disent tiens, est-ce que c'est comme dans le Parlement? Donc les gens quand même ont un peu regardé, ils se posent la question. Donc après, je sais que j'ai pu poser la question à quelques députés, il y en a que ça frustre, hein, ils disent voilà, non mais cette série, elle nous réduit à des espèces de clowns, non c'est pas bien, on pourrait faire des séries politiques sérieuses comme West Wing, on pourrait faire des vrais trucs, mais bon, j'ai envie de dire, Parlement, ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister et c'est un premier pas. Après, on verra bien.
Je crois que la saison 2 va sortir là dans les mois qui viennent, mais bon, c'est un bon premier pas. Bah écoute, moi j'ai rien fini avec mes questions. Je vais te laisser profiter de ta soirée ou alors te laisser écrire des papiers si t'en as encore à écrire. Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Chat, n'hésitez pas à remercier Laura pour son temps. Vous pouvez la suivre sur Twitter bien évidemment. Et si vous êtes abonné au Playbook Paris, ou même à Politico, enfin au Playbook Bruxelles, vous pouvez la voir de temps en temps, écrire quelques lignes là-dedans, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est essentiel si vous voulez comprendre ce que c'est que ça. Alors les gens me posent la question, est-ce que tu veux poser la question traditionnelle? La question traditionnelle que je pose aux députés, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre l'Europe fédérale? Je sais pas si t'as un avis à former sur le sujet. je me dis que c'est pas... Voilà, pour la prochaine fois. La prochaine fois, on la met au calendrier pour la prochaine fois. Bah écoute, voilà. Merci beaucoup Laura de ton temps. Merci de m'avoir invité. À très bientôt j'espère. Et bonne soirée. Chat, reste avec moi, on va faire le débriefing. À tout de suite. Et bonne soirée Laura. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao. Alors chat, dites-moi tout, qu'avez-vous pensé? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Enfin, j'ai aucune chance que vous n'ayez pas aimé. Laura est une personne adorable. On aime tous Laura, donc je suis sûr que vous avez apprécié. Alors laissez-moi juste faire mes zooms. Voilà. Hop, later. Magnifique, magnifique. Donc vous voyez, désolé de Misdery, la question traditionnelle. Il n'y aura pas de réponse. Super idée d'inviter des membres de cette autre côté de la bulle européenne, la presse. Bah ouais, je trouve ça intéressant. Ce qui puisait quelqu'un de Politico, parce que Politico, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un peu... c'est devenu un peu inévitable à Bruxelles. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un. J'espère que je pourrai avoir d'autres journalistes dans le futur sur le sujet, quand le correspondant du Figaro pour le passer sur le grill. Je ne sais pas, il faudrait déjà que je le contacte, mais j'ai déjà en tête d'autres potentiels journalistes que je pourrais inviter pour parler de ça. Et ce soir on le fait en français, faut aussi que je le fasse en anglais, faut que je trouve des journalistes anglophones à inviter, mais effectivement je trouve ça intéressant d'avoir un autre angle de vue, un autre point de vue sur la politique européenne qui est, je vais pas dire plus objectif, même si c'est le but d'un journaliste c'est de faire de raconter l'Europe de manière objective, mais non politisée en tout cas. Tout le monde qui passe par Bruxelles doit avoir une opinion sur le fédéralisme. Ah bah oui, tout le monde a une opinion sur le fédéralisme, mais après, enfin, elle est pas politique, donc voilà, son opinion personnelle sur le fédéralisme, j'ai envie de dire, ça la regarde que elle. Un panel de correspondants de différents États membres, Spiegel versus Le Monde. C'est pas con comme idée. Je note et je pourrais te piquer l'idée. Vraiment pas mal. Je valide, donc bonne idée. Faudra juste que je trouve les gens, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée du tout. Bah écoutez, je vais reprendre mon petit notebook. On va faire comme d'habitude le tour des sujets dont on a parlé avec Laura. Donc on a parlé un petit peu au début, elle a évoqué le mythe du député détaché de la réalité. Donc en disant voilà, bon, les députés sont faciles d'accès à Bruxelles, c'est pas un souci. Mais il y a ce côté, effectivement, les députés, ils sont à Bruxelles, dans beaucoup de cas, ils sont pas dans leur circonscription, ils vont pas faire le marché, les marchés le dimanche nécessairement, etc., etc. Alors effectivement, même si, bon, on peut aussi dire que les députés européens, beaucoup de députés ne sont pas à Bruxelles 24h sur 24, 7 jours sur 7, encore qu'il y en a qui sont quasiment tous les jours à Bruxelles. Il y en a beaucoup qui viennent uniquement pendant leur journée de commission parlementaire, etc., etc. Donc quand il y a besoin, sinon le reste du temps ils sont dans leur circonscription, ils sont à Paris, parce qu'ils font aussi de la politique, donc comme on l'a un petit peu expliqué, même si l'univers ne s'arrête pas au périph, pour exister en politique, il faut quand même régulièrement être à Paris. Donc effectivement, les députés, qui plus est français, ont tendance à privilégier être en circonscription ou à Paris plutôt qu'à Bruxelles, sauf s'il y a besoin, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté... et il y a ce côté des députés qui sont détachés, et aussi c'est quelque chose qui j'ai pas envie de dire les complexes, les députés européens, mais qui leur pose problème, parce que autant, encore que tout le monde ne connaît pas qui est son député national, mais c'est un rôle qui est identifié. Le député à l'Assemblée nationale, c'est un rôle qui est identifié. Le sénateur, c'est un rôle qui est identifié. Qui plus est,
à l'époque où il y avait la réserve parlementaire, où les sénateurs pouvaient, les députés de l'Assemblée nationale pouvaient payer des trucs dans leur circonscription, des projets dans la circonscription. Au Parlement européen, les députés européens n'ont pas ce genre de, n'ont pas ça. Ils n'ont pas les mêmes accès aux médias locaux. Enfin, les médias locaux, ils parlent pas souvent d'Europe, donc le député européen, c'est pas leur interlocuteur naturel. Donc du coup, il y a aussi ce complexe parfois chez les députés européens de pas avoir en fait accès. Ils n'ont pas d'accès aux gens en fait. C'est-à-dire les gens ne viennent pas leur parler, les journalistes ne viennent pas leur parler, donc du coup les gens n'entendent pas parler de leurs députés. Et ça les frustre parce que les députés, ils ont envie de parler de ce qu'ils font. Ils aiment leur job de député européen. La plupart trouvent que c'est intéressant et qu'ils font des trucs intéressants. Ils aimeraient en parler. Et ils se retrouvent un peu face à un vide. C'est toujours un peu complexe. Alors après, ils font des choses pour compenser. Hein. On avait quelqu'un d'une maison de l'Europe, d'Europe Direct. Effectivement, il y a des débats qui sont organisés là-dedans. Les députés, un truc très classique qu'ils font, c'est ils vont dans les écoles pour parler d'Europe, etc., dans les collèges, dans les lycées. Donc ils essaient de faire des trucs, mais cette déconnexion avec le local est quelque chose qui est parfois vécu un peu durement par les députés, parce que voilà, ils n'arrivent pas. Les citoyens ne les connaissent pas, c'est compliqué pour eux de se faire connaître des citoyens, et apparemment, c'est vrai que même quand ils réussissent à choper un citoyen dans un coin, dans un marché, apparemment la conversation c'est ok, vous faites des députés européens, très bien, parlez-moi de ce que vous faites, et on tombe sur des sujets techno qui sont difficiles à expliquer, ou alors on repart direct dans la politique nationale. Donc les députés européens ont un créneau un peu compliqué quand il s'agit du contact avec les citoyens au quotidien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'Europe c'est compliqué. Alors on a dit que l'Europe c'est au moins 2-3 fois plus compliqué que l'Europe, que la politique nationale. C'est vrai que c'est pas le sujet le plus simple, hein, surtout si on parle à des gens qui sont pas nécessairement intéressés par la politique. Après, elle a quantifié 2-3 fois, c'est sur le ton de la blague bien évidemment. Mais la politique nationale, à mon avis, c'est pas beaucoup plus simple nécessairement que la politique européenne. C'est plus une question que évidemment t'es français, t'as grandi t'as grandi en France, t'as grandi en étant en contact avec la politique française, t'as regardé le 20h, donc tu sais ce que c'est que l'Assemblée nationale, tu sais ce que c'est que le Sénat, tu sais ce que c'est que le Premier ministre, tu sais qui est ton Premier ministre, enfin t'es quand même familiarisé avec un certain nombre de les bases de la politique française. Tu les as déjà intégrées en fait en tant que citoyen, parce que t'as vécu dans ce pays-là, parce que t'as été à l'école, et à l'école t'as l'éducation civique, etc. Donc je pense que tu pars, quand on parle d'Europe, on part d'un peu plus loin, parce que on n'a pas les bases. La plupart des gens n'ont pas les bases. Je veux dire, moi, j'ai déjà eu des conversations un peu lunaires où, à 3-4 mois de l'élection européenne, les gens me disent les députés européens sont élus. T'es là, ah ouais, d'accord, effectivement, on part de loin là. Si on te demande si un député européen est élu, oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment repartir par les bases. Et t'as aussi cette question que comment dire, la culture politique est très différente. Les pratiques politiques sont très différentes. En France, on a un système majoritaire. Au Parlement européen, c'est un régime plus parlementaire basé sur les coalitions. Et du coup, c'est des systèmes qui sont complètement étrangers. Je veux dire, pour vous donner un peu. Aujourd'hui, il se trouve que j'avais Jean Massier, un streamer politique française, le streamer politique française. Je l'avais au téléphone parce que demain il fait un truc sur l'Europe, donc il voulait me demander 2-3 trucs pour le contexte politique, et il me disait ouais voilà, moi quand j'explique à mes gens, à mon audience, je leur parle d'Europe, eux ils sont là, mais attendez, c'est quoi, comment ça, il n'y a pas de majorité au Parlement européen, il y a pas une opposition, comment ça marche? Et il dit voilà, c'est des trucs qui sont complètement étrangers aux gens, et par moments ça devient compliqué en fait de réussir à leur faire comprendre non, c'est un autre système qui est tout aussi valide, et voilà, ça, et qui plus est en France où on a toujours cette vision du parlementarisme comme étant on nous a enseigné à l'école la 4ème République c'est l'instabilité, le parlementarisme c'est l'instabilité, donc il y a toujours cette suspicion vis-à-vis d'un système qui n'est pas majoritaire, mais voilà, je pense que c'est aussi une question qu'on parle un peu plus loin. Même si on peut, je pense, simplifier quand même un peu les questions européennes, hein, quand on prend des exemples. J'essaie de le faire à mon niveau. Quand au Parlement européen, j'accueillais des groupes de visiteurs avec mon député, on réussissait à expliquer l'Europe de manière relativement simple. C'est pas au-dessus de nos forces.
Alors on a parlé ensuite un peu des dossiers, DSA, DMA, donc les gros dossiers numériques, DSA, Digital Service Act, c'est la modération en ligne, en gros les règles, les futures règles européennes en matière de régulation des plateformes, de règles pour la modération des contenus, etc. Le DMA, c'est les règles de concurrence, en gros, pour s'assurer que les plus grosses entreprises tech, donc pensez Amazon, pensez Microsoft, pensez Google, ne puissent pas se faire complètement ce qu'elles veulent sur le marché. On a parlé de la différence entre la régulation française et la régulation européenne, au moins sur les questions numériques. Ce qui est intéressant et logique d'une certaine manière, parce que sur un certain nombre de ces sujets-là, le niveau logique, c'est l'Europe, hein, parce que la règle de base est européenne, et en fait, ça veut pas dire derrière que il n'y a pas de normes françaises en la matière, et qu'en fait, la France se contente de copier-coller ce que Bruxelles fait, et puis c'est tout. Non, parce que le rôle de la régulation française, c'est moins du rôle législatif, mais plus du rôle de régulation. C'est-à-dire, on a tout un tas d'autorités style la CNIL, Arcom, etc., qui vont contrôler l'application de la loi et rentrer dans un niveau de détail qui est beaucoup plus élevé que ce que la législation européenne l'est en général, puisque le régulateur doit rentrer dans le cas pratique. C'est le cas pratique de la loi. Pareillement, le juge, le Conseil d'État, etc., ils ont aussi un rôle normatif qui ne dépend pas de la loi. Et comme elle a dit aussi, qui plus est sur les questions numériques, il y a aussi par moment la France, que ce soit sur le plan législatif ou les autorités, qui en fait essaient d'aiguillonner l'Europe en prenant des initiatives de son côté, en faisant figure en essayant de se mettre en situation précurseur, de modèle, en disant là, on va tenter un truc, ça n'existe pas au niveau européen, ou c'est pas complètement comme ça, il y a pas vraiment de précédent, bah du coup on va faire quelque chose, on va essayer de créer le précédent, et ensuite derrière, bah ça pourra, on espère que ça pourra, on ira à Bruxelles pour dire bah voilà, c'est le modèle qu'on essaie d'inspirer, donc Bruxelles, copier ce qu'on fait en France et essayer de l'appliquer au niveau européen. Il y a aussi, c'est un mouvement qui est dans les deux sens, hein. La France applique ce que l'Europe fait, mais aussi l'Europe prend inspiration de ce qui se passe au niveau national. Dans un certain nombre de cas, quand vous avez une nouvelle législation européenne qui tombe, la proposition ne tombe pas de nulle part. Dans beaucoup de cas, sur un certain nombre de choses, on va savoir que bah tiens, en fait ça, sur telle ou telle approche, ils vont s'être inspirés de ce qui peut exister dans tel ou tel État membre, parce que il y aura une loi nationale, il y a une pratique nationale dans tel ou tel truc, un truc qui marche pas, et du coup, bah, Bruxelles répond à ces initiatives nationales en faisant son propre truc pour répondre national. Donc il y a aussi un dialogue en fait normatif entre Bruxelles, donc les institutions européennes, et les institutions et les États membres en termes de législation, en termes d'autorité, etc. Et elle a dit aussi, notamment sur les questions de protection des données personnelles, les autorités européennes se parlent, les CNIL européennes se parlent, les ARCOM européennes se parlent, etc. Donc on est dans un dialogue permanent entre le national et l'Europe, ce qui rend d'autant plus absurde l'idée Bruxelles nous impose. Non, Bruxelles n'impose pas. Bruxelles évalue et ensuite elle propose des choses. Donc on est rarement dans un truc vraiment on impose et tant pis pour l'État membre. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mon système de notes? Système des anniversaires. Ah oui, c'était quand on parlait du playbook. Effectivement, c'est con, mais je crois que quelqu'un disait que c'est un peu du marketing de page Facebook, mais c'est ce qui a marché en fait. C'est ce qui a marché en fait. C'est ce qui a fait que Politico a marché. C'est les gens étaient cool. Mon anniversaire, les gens, il y a mon nom et on me souhaite mon anniversaire dans un truc super lieu à Bruxelles. C'est cool. Il y a aussi pareil quand quelqu'un change de job, bah tiens, t'envoies, les gens envoient à Politico, tiens, machin rentre dans tel lobby, dans tel bureau, etc. On espère que le mien y sera. Je pense pas que j'ai déjà eu mon... Ah, je sais plus. Peut-être, je suis pas sûr. J'ai peut-être eu une fois mon anniversaire dans Politico, mais je ne suis pas sûr. Bon, dans tous les cas, je vous avoue que personne, je m'en fous. Mais ouais, les gens sont contents de voir aussi
de voir ça. Et aussi Politico avait un côté aussi un peu Gossip Girl en fait. Politico apparemment c'est un peu le Gossip Girl de Bruxelles, où en gros les gens vont s'envoyer les petites histoires. Bah tiens, au fait, quelqu'un a fait ça à Bruxelles, et apparemment il y a un peu des questions rhétoriques dans le playbook. Tiens, qui a été vu à tel endroit en train de faire ça. Voilà, il y a aussi un côté un peu Gossip Girl apparemment dans Politico que les gens aiment bien et n'aiment pas à la fois, parce que d'un côté les gens disent ah mais attendez, c'est quoi ce truc, ou ça vient un peu c'est vulgaire par rapport à la noblesse de la politique européenne. Le côté bah ça montre aussi le côté un peu plus humain de la politique européenne, parce que la politique in fine aussi c'est les relations humaines, et il y a des moments où bah effectivement il y a des trucs, t'as des histoires à la Gossip Girl qui ont un impact, quoi. Je veux dire, c'est sur tel dossier, le dossier avant n'avance pas parce que un tel peuvent pas s'encadrer. C'est où ils sont engueulés et ça a fait rompre les négociations. Donc la plupart du temps, c'est les gens qui se sont vus qui ont donné le type. Oui, bah effectivement, c'est aussi un moyen de faire de la communication pour les gens qui essaient de passer dans Politico. Je veux dire, c'est un peu le mythe de la fuite. Par moment, quand, dans un certain nombre de cas, quand c'est pas que Politico, hein, mais quand il y a un journal qui a obtenu un document, il y a eu une fuite. Dans un certain nombre de cas, ça a été donné très volontairement par le député, la Commission européenne, le lobby ou autre, pour faire sa com ou pour tester le terrain. Il y a aussi un peu ce mécanisme-là où Playbook demande des informations, mais en même temps, les gens donnent des informations à Playbook parce que ça les arrange aussi. La fameuse fuite, voilà, à un moment donné, c'était un peu le sujet où en gros t'avais systématiquement tous les textes qui étaient dans Politico avant la sortie officielle, quoi. C'est ce qui pose aussi apparemment des questions un peu démocratiques, parce que t'es là, ok, d'accord, mais à partir du moment où ça devient un peu l'institution de mettre en avant-première le texte, un texte législatif ou un texte important, quel qu'il soit, dans Politico, bah ça peut poser la question, bah, ok, d'accord, mais enfin, quid des autres publications? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le rôle de la Commission européenne ou de n'importe quelle institution ou n'importe quel organe politique de se servir de Politico ou d'un autre journal comme étant son communiqué de presse, son agence de presse personnelle, quoi. Donc apparemment il y a aussi des questions qui peuvent se poser sur ça. Qu'est-ce que j'ai sur ça? Bruxelles en tant que boîte noire. Oui, effectivement, la réputation de Bruxelles en tant que boîte noire, qui dit voilà, en fait c'est comment dire, c'est un peu un mythe, hein, parce que effectivement, surtout quand on compare à Paris, sur un certain nombre de sujets, Bruxelles n'a pas grand chose à envier à Paris en termes de transparence, transparence des lobbies, transparence des initiatives, transparence des calendriers, etc. Dans énormément de cas, Bruxelles est en réalité beaucoup plus avancée que les capitales, y compris Paris. Que ce soit au niveau de transparence, et malheureusement, c'est le mythe à la vie dure, hein, c'est un peu compliqué de dire, bah non, en fait, à Bruxelles, en fait, les choses sont transparentes, faut juste que tu te donnes la peine d'aller jeter un coup d'œil, quoi, et de pas copier-coller le mythe. Truc intéressant, qui est assez intéressant qu'elle a expliqué, c'est sur le fait en fait que la grosse différence, l'explication de la grosse différence entre la politique française et la politique européenne, moins que la différence du système politique entre un système majoritaire et un système plus parlementaire, c'est le fait qu'en fait en France, on est dans un système où il y a des élections en permanence. Donc les députés sont dans une démarche électorale en permanence, et bah, du coup ils font de la com, ils font de la politique, et c'est alors qu'à Bruxelles, bah en fait on est à un rythme électoral, bon, une élection tous les 5 ans purement au niveau européen, et vaguement au gré des élections nationales, mais surtout pour les grandes élections, et du coup ça a un impact évident sur le travail parlementaire, parce qu'à Bruxelles, bah du coup, comme les élections sont dans longtemps, on peut se poser, on peut dire voilà, ok, très bien, je peux faire des trucs peut-être un peu moins populaire, ou un peu moins ou politiquement c'est peut-être un peu moins abordable, ou ce genre de choses, mais voilà, je peux bosser sur le fond parce que voilà, j'ai le pas envie de dire le confort politique, mais
j'ai la sécurité que voilà, on va pas me tomber sur le rable parce que j'aurais fait ça. Parce que j'ai pas d'élection et parce que aussi je suis à Bruxelles, je suis loin et les gens ne regardent pas ce que je fais nécessairement tout le temps. Alors que à Paris, effectivement, t'es dans un cycle d'élections permanentes où les députés, même s'ils ont ils ont les élections législatives tous les 5 ans, ils sont implantés localement, ils ont une vie de parti, etc., etc. Donc ils doivent s'impliquer, ils doivent défendre ce que leur parti ou ce que le gouvernement fait, etc., etc. Donc ils sont en permanence dans une course plus politique. Et ça a un impact direct sur le fond où ça favorise d'un côté des échanges un peu artificiels où t'es d'accord sur le fond, mais en fait tu vas t'opposer parce que ça vient de la majorité et vice versa. Et aussi le côté faut que je rende le sujet sur lequel je bosse accessible politiquement et faut que je balance de la punchline quoi. Sinon c'est un peu inaudible pour les citoyens et ça va pas nous servir pour les élections. Donc c'est assez intéressant effectivement comme analyse et aussi sur la question démocratique que ça pose derrière. Est-ce que c'est nécessairement une mauvaise chose que les députés soient en permanence sur le qui-vive à cause parce qu'il y a une élection qui est au détour du couloir. On pourrait avoir le débat sur la question. La réputation des députés français. Alors oui, effectivement, les députés français ont une petite réputation, effectivement, pas nécessairement d'être les plus impliqués, d'être franchouillards, de parler que le français, etc., etc. Bon, effectivement, c'est un truc vrai, hein, effectivement, c'est une réputation qu'on a, même si, encore une fois, à Bruxelles, les députés sont jugés sur leur mérite, hein, c'est l'avantage d'avoir un truc un peu moins émotionnel, une politique un peu moins émotionnelle, et aussi quelque chose de plus attaché au fond, et attaché évidemment au fait qu'on est sur un système de coalition. Les députés sont, évidemment, il y a toujours les stéréotypes nationaux, mais ultimement, t'es reconnu pour ton travail. Un député, ultimement, il peut être français, il peut être allemand, il peut être slovène, on s'en fout. S'il bosse, quoi. Il aura la reconnaissance qui va avec. Mais effectivement, les Français ont une réputation. On peut avoir une réputation. On a parlé de quoi? L'influence française. Effectivement, la France, grand pays, un des pays fondateurs, c'est un grand pays. Une certaine influence dans les institutions, même si, encore une fois, il disait, voilà, quand on a dit expliquer, voilà, et ça en lien un peu avec le point que j'avais noté sur est-ce que ça existe vraiment un esprit européen, quand on disait, voilà, est-ce que les Français ne poussent pas trop que les intérêts français, on disait, ouais, mais non, les Allemands poussent les intérêts allemands, les Italiens poussent les intérêts italiens, les Français poussent les intérêts français, c'est juste, ils le font d'une manière différente, d'une manière potentiellement un peu plus discrète que les Français, mais effectivement, est-ce qu'il y a un réel esprit européen et quelque part, est-ce que... Je provoquais un peu quelques gens dans le chat. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un esprit européen? Quand on parle qui plus est, quand on parle du Conseil, donc les États membres, le rôle des membres du Conseil, c'est de défendre les intérêts nationaux. Donc, entre guillemets, la notion d'intérêt européen... dans une institution comme le Conseil, c'est un peu, j'ai pas envie de dire antinomique, mais l'intérêt européen, c'est dans la mesure où ça correspond aussi à une défense d'un intérêt national. Et l'intérêt européen dans ce cas-là peut être, enfin l'esprit européen dans ce sens-là, c'est de dire ok, à long terme, à long terme ou du meilleur général, j'ai plutôt intérêt à ce que l'Europe avance de manière commune sur ce sujet-là. Mais ça sert mes intérêts nationaux à moi, donc l'intérêt national et l'intérêt l'esprit européen et l'esprit national peuvent être un peu entremêlés au Conseil malgré tout. Au Parlement européen, peut y avoir un peu plus un esprit européen, même si, encore une fois, l'esprit national n'est pas loin derrière non plus, parce que même si les députés européens, ils sont dans un groupe parlementaire, ils bossent en parence avec des gens d'autres nationalités, etc., etc. Comme au Conseil, vous me direz, mais... évidemment, ils sont en contact avec leur pays d'origine, hein, les RP, donc les représentations permanentes de leur pays vont les contacter, leur dire bon bah voilà, sur tel sujet on pense ça, donc il y a quand même toujours un peu une tendance aussi des députés
européens à défendre dans une certaine mesure leur intérêt national, même si derrière j'ai pas envie de dire noyé, mais ça passe à travers le filtre du fait que l'avis de groupe, du Parlement européen fait que les intérêts nationaux sont un peu moins prononcés. Sauf sur des questions politiques où là, peut y avoir vraiment des grosses divisions nationales. Il y a des dossiers où en fait, il n'y a pas vraiment d'approche gauche-droite, c'est une approche vraiment les Allemands votent comme ça, les Français votent comme ça, les Polonais votent comme ça, c'est vraiment, il y a un intérêt national et on se serre tous les coudes parce que c'est l'intérêt national. Si on prend l'exemple un peu évident, si on prend les questions par exemple du travail détaché, tu avais à l'époque du coup ça rendait, c'est ce qui rendait en fait les débats beaucoup plus politiques en fait, paradoxalement, parce que du coup comme il y avait par exemple sur les travailleurs détachés, il y avait les pays de l'Est qui défendaient les travailleurs détachés parce que ils voient ça comme un avantage concurrentiel. Ils ont beaucoup de gens de leur pays qui sont des travailleurs détachés, donc ils veulent défendre ça, et du coup la défense de l'international rend le débat émotionnel. Et alors n'empêche pas l'autre, on peut suivre le même raisonnement à une échelle en dessous. Les intérêts de région circle de députés en France au gouvernement existent, n'empêche pas le sentiment d'appartenance d'exister à l'échelle du dessus. C'est vrai. Non, c'est vrai. Après, la question, c'est à quoi tu t'identifies. Enfin, quelle est ta première identité? Alors bon, voilà, entre Français, à part les Corses, éventuellement les Bretons et les Alsaciens, moi je suis de région parisienne, je m'identifie pas comme francilien. Donc voilà, éventuellement au niveau national, je vais me dire je suis français, je dis pas je suis breton, je dis pas je suis alsacien, je dis pas je suis basque, enfin voilà. En Allemagne ça peut être différent parce qu'on est dans un système fédéral et les gouvernements régionaux ont plus de pouvoir, donc ça peut être un peu différent, ça je suis prêt à l'entendre. Mais pour ce qui concerne les Français, l'identité régionale circonscription va être moindre. Il peut y avoir un attachement à des villes, à une ville où les gens ont grandi dans une ville, etc. Et qui plus est, si c'est une grande ville, et ils vont dire voilà, moi je suis lyonnais, je suis de Belfort, je suis de Paris, etc., etc. Et donc là, il peut y avoir une identité qui vient s'insérer. Après, est-ce que l'identité lyonnaise va avoir un impact sur la manière dont le député va faire quelque chose au niveau européen? Pas nécessairement. Le breton du sud de la France, français à l'étranger, européen sur un autre continent, c'est pas absurde ça, Salazie ou l'art de vivre à l'américaine? Non, encore une fois, je dis pas que c'est absurde. Ma question c'est, suivant le niveau où tu es, quelle va être l'identité que tu mets en avant en premier? Quand tu dis quand t'es à l'étranger, voilà, je suis français, éventuellement européen quand t'es en dehors de l'Union européenne. En province, l'identité régionale est très importante. Alors voilà, bon, je suis francilien, donc évidemment, même si je suis pas parisien, je le redis que je ne suis pas parisien. L'identité régionale, ça dépend d'où. Ça dépend d'où. Enfin, autant les Bretons, les Basques, les Alsaciens, etc. Oui, effectivement, il y a une identité régionale qui est très forte. Au-delà de ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sujet ouvert. Là-dessus, je n'ai pas vocation à aller dire quelle est la vérité unique. Car moi-même j'ai pas particulièrement d'opinion et je suis pas particulièrement expert non plus sur la question des identités régionales. Mais bref, c'est tout ce que j'avais noté de mon côté. Je sais pas, je regarde si j'ai vaguement loupé des trucs, mais je ne pense pas. Ça y Parlement, on en a parlé, j'ai expliqué mon opinion. Non, je crois qu'il y a une discussion sur Easy, le périph et tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer sur la concurrence entre Flexibus, Easy et compagnie. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié l'interview, que vous avez apprécié le modèle où on n'a pas un député européen, mais un autre type d'expert sur l'Union européenne.
comme d'habitude, si vous avez aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à suivre sur mes réseaux sociaux, évidemment, lâchez un follow sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook ou autre. Si vous vous sentez vraiment généreux, vous pouvez même lâcher une petite pièce sur Ko-fi, ça aide toujours. Et le programme pour la suite de la semaine, bah prochaine fois, demain, c'est pas impossible que alors je vais pas pouvoir streamer parce que je bosse, mais c'est pas possible que je host l'émission de Jean Massier sur l'Europe, vu qu'il va faire un truc sur Macron au Parlement européen, donc c'est pas impossible que je host son émission. Et sinon, bah écoutez, on se voit dimanche à 18h en français et 20h en anglais pour la revue de presse de la semaine des news européennes. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!